Yacaré, le caïman malade, ne sait plus où il va. Le corps ballonné, incapable de contrôler ses mouvements, il se laisse porter par le fleuve et parfois, pour ne pas s'épuiser, flotte à la surface ou se laisse couler comme une pierre. Certains animaux qui descendent des affluents de l'Amazone passent en amont par des zones contaminées. Le mercure qu'emploient encore les chercheurs d'or pour cristalliser leurs pépites, les déjections industrielles, les déchets d'urbanisation, les herbicides, les pesticides ou les engrais utilisés par les éleveurs parcourent des kilomètres avant que leur pouvoir toxique se réduise. Il suffit ainsi d'un ruisseau souillé dans une jungle lointaine pour que des animaux malades mais encore vivants viennent agoniser très loin de l'endroit où ils se sont empoisonnés. Ainsi, sans doute, Yacaré s'est-il perdu, loin de ses berges habituelles. L'instinct lui ordonne de s'accrocher à la vie coûte que coûte. Yacaré tente alors en vain de vomir les poisons qui embrassent son corps. L'histoire de Yacaré ne s'achève pas ici, dans les pièges végétaux tendus au fond du fleuve. En effet, assommé et presque inconscient, le jeune caïman veut pourtant vivre encore. Tout faire pour survivre. Trouver en soi des réserves d'énergie dont on ignorait l'existence et grâce auxquelles on sentira son cœur battre une fois de plus. Et puis une autre fois. Comme tous les animaux, Yacaré est programmé au cœur de ses cellules pour ne pas accepter la mort sans combattre, et même si tout semble lui donner la victoire. Sur le corps de Luana, encore humide de toute l'eau du ciel, celui de Xada ressemble à un postiche et se distingue à peine. Poil brun sur poil brun, deux êtres n'en font plus qu'un. Très vite et avant même qu'elle ne soit sevrée, Luana habituera sa fille à grignoter des feuilles. Elle ira jusqu'à lui donner en héritage sa prédilection personnelle pour certains feuillages particuliers. Exemple rare dans le domaine animal d'une transmission du goût, enseignée au bébé en même temps, par exemple, que l'art du toilettage. Tous les paresseux n'aiment pas les mêmes espèces végétales. C'est pourquoi, les préférences et les dégoûts se transmettant de génération en génération, ils peuvent coexister sur le même territoire, sans compétition alimentaire. Les hommes ont longtemps pensé que chaque matin, la chorale des singes entonnait un hymne au soleil, une sorte de cantate venue du fond de la forêt. Les choristes furent baptisés singes hurleurs. Les hurleurs, qui font partie de la vaste famille des cébidés, sont les plus grands primates du Nouveau Monde. Un adulte tel que cette femelle pèse de 8 à 9 kilos.
L'animal passe l'essentiel de son temps sur les arbres, au niveau des branches hautes ou intermédiaires. Si chaque jour, à l'unisson, un groupe de singes hurleurs salue le soleil levant, c'est parce que ces cris collectifs auront valeur de borne territoriale. En entendant le chœur des hurleurs, des groupes concurrents sauront que, passé cette frontière sonore, ils ne seront pas les bienvenus. Le singe hurleur consomme volontiers les bourgeons du mandouvia ou de jeunes fruits qu'une coque ne protège pas encore. Les chanteurs se sont tus. Un mâle au pelage noir rejoint la femelle et part à la recherche d'une coque fendue qu'il pourra vider de son contenu. Le hurleur est toujours en alerte et des séances de guet entrecoupent son activité. Rien n'échappe à sa vigilance. Au moindre bruit, au moindre mouvement inhabituel dans la jungle environnante, il se met en position de repli. Et quand l'alerte est vaine, le hurleur reprend sa quête de nourriture. Tokal, le toucan, partage l'habitat des grands singes, mais lui parvient souvent à introduire la pointe de son bec dans la fente du fruit du mandouvia. Après plusieurs tentatives, il finit par en extraire une graine entourée de pulpe. Il mange la seconde et recrache la première. Qu'il avale les graines et les rejette dans ses excréments ou qu'il les laisse tomber de son bec, le toucan participe ainsi à la dissémination des semences. C'est sa manière de contribuer à la perpétuelle renaissance de la forêt. Dans les bosquets du Pantanal, un nandou, aussi appelé réa, s'avance. Ce grand oiseau polygame appartient à la même famille que l'autruche africaine ou l'émeu australien. Il peut mesurer plus d'1,50 m, mais ne pèse que rarement plus de 40 kg. L'oiseau est un mâle. Pendant une dizaine de jours, chaque femelle de son harem a pondu un œuf tous les 2 jours, dans le nid qu'il a creusé en forme de cuvette. Il les a alors chassés pour commencer à couver, tâche que les nandous tiennent pour exclusivement masculine. Quiconque, mâle ou femelle, s'approche du nid, sera dissuadé d'aller plus loin par des menaces proférées d'un mouvement du cou et par un bec prêt à mordre. L'oiseau tente de replacer tous les œufs sous son corps, mais se trouve sans cesse interrompu par des importuns de passage. L'œuf est enfin glissé sous l'aile, mais il faut aussitôt reprendre ses contorsions pour surveiller les ennemis et les curieux. Le nandou qui couve est un véritable vigile. Et ce n'est que lorsque tout sera rentré dans l'ordre qu'il s'offrira le temps de répit nécessaire à la toilette de son plumage, si précieux que l'espèce, décimée, est aujourd'hui considérée comme menacée.
Pendant ce temps, des rôdeuses se penchent sur le nid et semblent vérifier l'état des œufs qu'elles y ont déposés. Pendant l'expertise, le mâle poursuit sa toilette et glisse à la racine des plumes, en guise de protection contre les parasites, une couche de poussière et de sable. Enfin, il revient à ses œufs, en vérifie le nombre et reprend la couvaison. Il faudra 6 semaines pour qu'éclosent les petits. Leur père les élèvera seul, avec une tendresse infinie et une vigilance de précepteur. Sur le territoire de Zuko, le jaguar, les arbres géants jettent leurs racines au plus creux des cuvettes d'où l'eau se retire peu à peu. Les jaguars sont des animaux solitaires et il est rare que des adultes se regroupent en colonies stables. Il n'y a pas d'animosité particulière entre congénères, mais la présence d'autrui n'est guère recherchée. Pourtant, depuis presque 2 mois, Zuko n'est plus seul. Kaloa, une femelle, s'est installée sur ses terres. Zuko redoute Kaloa, car plus âgée que lui, elle est un animal dominant. Kaloa vient de tuer un volatile dont elle arrache quelques plumes avant d'en entamer la chair. Tandis que la chasseresse prépare son repas, Zuko trompe le temps et sa faim en faisant sa toilette. Sa toilette achevée, Zuko se dirige vers l'eau. Le ruisseau est en réalité l'élément central autour duquel le jaguar étend son territoire. La journée de Zuko est ponctuée par l'alternance du bain, de la chasse et du repos. La rivière ou le fleuve pourvoit à plusieurs de ses besoins. La faim, car on y trouve du poisson. Le confort, parce que les insectes ne peuvent mordre la peau immergée. La fraîcheur et la soif. Zuko profite autant qu'il le peut des bienfaits du bain. L'eau dans laquelle il marche se trouble vite, car la pluie qui délave les berges y entraîne les éléments nutritifs de la terre. Un cycle se referme. Les hautes eaux des temps d'inondation déposent sur le sol de la forêt des limons fertiles qui sont ensuite dissous par les pluies et restitués au fleuve. La forêt réutilise sans fin ce qui lui est donné et fonctionne en circuit fermé. Kaloa, son repas terminé, a rejoint son compagnon.
Celui-ci, par jeu plus que par conviction, entreprend de donner à leur relation un tour plus sexuel. Assez peu convaincu, Kaloa le considère avec condescendance. Arrivant par derrière, c'est à présent Kaloa qui, rituellement, propose au jeune mâle une étreinte, laquelle lui est refusée. Chacun sort de l'eau, puis y retourne, selon que l'autre y est ou pas. On marque sa mauvaise humeur en déroutant son partenaire, en se faisant attendre là où on ne restera pas. Le marivaudage cesse quand commence le jeu. Le vrai jeu, celui qui se pratique comme une lutte, dans laquelle chacun jouit de ses forces en éprouvant celle de l'autre. L'eau devient comme un troisième joueur. Elle résiste, esquive les coups, prend à la gorge et vient parfois à la rescousse de l'adversaire. L'épreuve est spontanément suspendue lorsque les postures provoquent une tentation sexuelle. Les participants semblent alors hésiter jusqu'à ce que le goût du jeu reprenne ses droits. Zuko prend l'avantage, retourne Kaloa sur le dos et la maintient bloquée. Kaloa dominante ne peut accepter pareille situation, elle se débat et reprend l'avantage. Le jeu tourne mal, les animaux s'énervent. Chacun reprend enfin sa place dans la hiérarchie. Zuko se soumet et s'éloigne seul au fil de l'eau, tandis que Kaloa remonte sur la berge. Xiao le tapir s'est éloigné du petit groupe familial auquel il était encore attaché. Il a quitté Danta et Witsimi pour vivre désormais en jeune adulte indépendant. Le tapir est solitaire par nature, mais c'est un grand pas que va franchir Xiao aujourd'hui, en traversant tout un fleuve dans l'espoir de découvrir ailleurs de nouveaux horizons. Comme tous ses congénères, et malgré ses 300 kilos, Xiao est un excellent nageur. Il peut filer à la surface d'un fleuve, mais aussi marcher sur le fond, comme les hippopotames d'Afrique, dont le mode de vie est assez proche du sien.
Parvenu au terme de sa traversée, Xiao escalade d'un pied sûr une berge inconnue. Un monde nouveau s'offre à sa curiosité. Tui Uyu, le jabiru, collecte de petites branches pour renforcer l'édifice de son nid. Au sommet de l'arbre, une femelle l'attend désormais. Un jour, elle s'est posée au creux de la grande cuvette encore en construction, signifiant de la sorte à Tui Uyu qu'elle le prenait pour compagnon. Depuis, Tui Uyu, qui sait que ses mérites de bâtisseur ont joué en sa faveur, ne cesse de consolider et d'améliorer le nid. La branche s'adapte d'emblée à l'emplacement auquel le jabiru l'avait destinée. S'il n'en était pas ainsi, il la reprendrait dans son bec pour aller la reposer à l'endroit exact où il l'a prise. Le nid est achevé où naîtront les enfants de Tui Uyu. La première partie de la tâche est ainsi accomplie. Les deux oiseaux se préparent à présent à célébrer leur union dans l'intimité et la gloire. Ils s'uniront en couvrant de leurs 3 mètres d'envergure la grande plaine étalée sous leurs ailes. La parade amoureuse commence, faite de frôlements et de caquettements alternés. Chorégraphie blanche et noire, accompagnée par l'orchestre bruissant de la plaine éveillée. Beauté répétée depuis des millions d'années. Spectacle pour l'éternité, si les dieux le veulent. Les eaux, peu à peu, ont envahi les berges d'où elles s'étaient retirées. Les rives du fleuve peuvent ainsi se déplacer de plus de 20 km de chaque côté, au gré d'une sorte de marée annuelle dont le flux inonde la forêt. Pour les animaux amphibies, aquaphiles ou aquatiques, le temps des noces avec le fleuve est revenu. C'est le triomphe des eaux. Un capybara adulte redécouvre les prairies liquides où il aime à se mouvoir. Il se nomme Pinchot. D'un coup de tête, Pinchot propulse son corps vers les plantes immergées dont il se régale. Dans l'eau, il se sent léger et fluide. Ses oreilles, ses yeux et ses narines dépassent toujours à l'air libre. Une couche de graisse améliore son aptitude à flotter. Pour lui, l'eau est aussi un refuge.
qu'un prédateur survienne et il s'y jettera pour assurer sa sécurité. Aucun autre rongeur au monde ne surpasse le capybara en taille ni en poids. Certains individus peuvent atteindre 80 kg et dépasser 1,10 m de hauteur. Le capybara se nourrit principalement d'herbes qu'il ronge à l'aide d'incisives dont la largeur excède parfois plusieurs centimètres. Il donne alors l'impression de brouter, herbivore placide que les hommes tentent désormais d'élever pour sa chair, son cuir et sa graisse. Pinchot s'est isolé du groupe auquel il appartient. Normalement, les capybaras ont des mœurs grégaires et se rassemblent par bandes d'une vingtaine d'individus. Ces tribus forment de véritables clans où les étrangers sont rarement bien accueillis. Mais aujourd'hui, Pinchot a besoin de liberté et d'indépendance pour assouvir cette faim mystérieuse que l'instinct a fait naître en lui. Sur la berge sableuse d'un affluent de l'Amazone, les premiers rayons du soleil éveillent le peuple des créatures écailleuses, cuirassées et caparaçonnées. Parmi elles, un iguane réchauffe son corps avant d'entamer ses activités du jour. En effet, alors que la température corporelle des mammifères et des oiseaux demeure presque constante, celle des reptiles, poissons ou batraciens dépend du milieu extérieur. On parle d'animaux à sang froid. Beaucoup de grenouilles et de crapauds pris au piège de mares résiduelles en voie d'assèchement ont été décimés par le retrait des eaux. Pour les survivants, comme pour les parasites qui croissent sur leur tête, le retour du fleuve est un gage de survie. De nombreuses espèces de tortues bénéficient, elles aussi, d'une parfaite adaptation à une vie partagée entre la terre ferme et les eaux. Elles sont très répandues tout au long du fleuve, bien que les riverains les chassent pour leur chair autant que pour leur carapace. Les eaux, gonflées de toute l'abondance des pluies récentes, se peuplent donc d'un bestiaire innombrable. Les fleuves d'Amazonie se répartissent entre fleuves jaunes et fleuves noirs. Les premiers, tels que l'Amazone elle-même, doivent leur désignation à des eaux alcalines, vaseuses et riches en alluvions. Ils prennent leur source sur les hauts plateaux des Andes. Par opposition, des eaux acides et pauvres en substances organiques alimentent les fleuves noirs. La plupart d'entre eux, comme le Rio Negro, viennent des massifs situés au nord ou au sud du bassin amazonien.
offre le meilleur habitat à beaucoup d'espèces amphibies qui trouvent à s'y nourrir selon leur goût de plantes aquatiques, de crustacés ou d'une sorte de riche plancton fluvial. Les ressources du fleuve font aussi le bonheur de pêcheurs tels que la Ninga, qui appartient au même ordre que le cormoran. La Ninga est un excellent nageur, mais il sort de l'eau entièrement détrempé. En effet, son plumage est dépourvu des graisses qui le rendraient imperméable. L'oiseau doit donc se sécher longuement au soleil s'il veut pouvoir de nouveau voler après le bain. Quand il a capturé un poisson, généralement en le transperçant de son bec comme d'une flèche, la Ninga peut éprouver quelques difficultés à retirer sa proie du harpon. L'opération lui prend souvent un long moment et lui cause un énervement croissant. Lorsque le poisson a été détaché, la Ninga doit encore, parfois avec les mêmes difficultés, le jeter en l'air afin de le rattraper dans le sens qui convient. D'une simple vibration du gosier, il le fait alors glisser dans son œsophage. Il le digérera avec efficacité, ne rejetant dans des excréments en forme de petites pelotes qu'un concentré d'arête. Par endroits, le niveau du fleuve s'est élevé de près de 10 mètres. Sous l'eau, des forêts se retrouvent noyées le temps d'une nouvelle saison. Les Brésiliens les appellent varzeas pour les distinguer des igapos, forêts inondées tout au long de l'année, et des terras firmes, que l'eau n'atteint jamais. Les varzeas et les igapos offrent son habitat préféré à une créature étrange et placide. Le lamantin, mammifère aquatique doté d'une large nageoire caudale, a fait naître dans les rêves des hommes la légende des sirènes. Héritier de ce mirage ancien, une mère et son fils parcourent indolemment le fleuve transpercé de lumière. Sereia, la mère, pèse plus de 350 kilos. Après un an de gestation, elle a mis au monde un petit. Dès qu'il est né, elle l'a poussé vers la surface pour qu'il y prenne son premier souffle. À la naissance, son enfant mesurait déjà plus d'1 mètre de long. Pendant 1 an et demi, elle l'a allaité sous l'eau. Aujourd'hui, Fanji, le petit lamantin, a pris son indépendance alimentaire, mais il restera encore plusieurs mois auprès de sa mère.
moitié de la longueur totale du corps. Grâce à de telles réserves d'air, l'animal peut rester immergé une dizaine de minutes, mais en règle générale, c'est toutes les 3 ou 4 minutes qu'il revient à la surface. Sereia et Fanji appartiennent à une famille d'animaux, les Sirèniens, dont on a longtemps cru qu'elles formaient un maillon intermédiaire entre le phoque et les cétacés. En réalité, c'est de l'éléphant que leur structure anatomique les rend plus proches. Les Sirèniens sont aujourd'hui menacés de connaître le sort de leurs cousins, appelés Rhytines, dont la taille excédait les 8 mètres et qui écumaient autrefois les eaux du détroit de Bering. Les Rhytines, géants des glaces, furent anéantis par les hommes. Leur espèce s'éteignit au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, Sereia et Fanji s'enfoncent dans les ombres du fleuve comme leurs cousins, jadis, s'enfoncèrent dans celles du temps. Quand la nuit vient, quand le monde occulté n'est plus qu'un traquenard, le gang des opossums se rassemble en concile. Ils sont teigneux et colériques. Bien qu'on les trouve parfois regroupés, ils goûtent peu la compagnie de leurs congénères. Contrairement à la hyène, qui souffre en Afrique d'une aussi mauvaise réputation qu'eux, en Amérique du Sud, leur vie sociale primaire se résume à de bruyantes et hargneuses altercations. Leurs oreilles lacérées portent souvent la marque de querelles anciennes. Des effluves malodorants précèdent parfois les opossums et informent leurs ennemis de leur arrivée. En effet, l'animal a pour habitude de se rouler dans des excréments frais. Son anatomie destine l'opossum à une vie semi-arboricole. Sa queue préhensile, en particulier, peut s'arrimer autour des branches avec une telle force qu'elle pourrait supporter plusieurs fois le poids de l'animal. Les doigts trapus et griffus se plantent solidement dans les écorces et lui permettent, quand il le souhaite, de s'accrocher aux branches la tête en bas et de marcher suspendu dans le vide. L'opossum est quasi omnivore. Il consomme des insectes, de petits vertébrés, des fruits, des fleurs et des œufs. Quand il arpente les branchages, furtif et déterminé à la fois, c'est généralement parce qu'il se met en quête d'un nid sur lequel faire une razzia. Le saccageur ne laissera pas une goutte de nourriture au creux du nid, mais ses œufs ne sont qu'une partie de son repas nocturne. Les eût-il trouvés presque éclos, le régal en aurait été plus grand. Alors, l'opossum reprend sa marche vers un autre nid, vers d'autres trésors. Un orage a déchiré la nuit. Et ce matin, comme à chaque aurore de chaque jour en cette saison, toute l'eau du monde semble s'abattre sur la forêt. Zuko le jaguar n'en est que faiblement perturbé. Il a grandi avec la pluie, elle est comme l'air qu'il respire.
vitale et ordinaire à la fois. Kaloa, la compagne de Zuko, surgit de l'eau où elle vient de plonger à la recherche de quelques poissons estourbis par l'orage. Énervés, les deux jaguars luttent en un combat brièvement entrecoupé de tentatives de copulation. Fatigué, la joue encore rougie des blessures que lui a infligées Wakima, le Pécari qui voulait protéger ses enfants, Kaloa se désintéresse de Zuko et se retire. La pluie continue de tomber. L'Amazonie forme le plus formidable réservoir d'eau douce du monde. Ces réserves contribuent à réguler le climat de la planète. En effet, les courants ascendants font monter vers le ciel d'impressionnantes quantités de vapeur qui rafraîchissent les couches basses et chaudes de l'atmosphère et réchauffent les couches hautes et froides. Toute la région, comme un gigantesque climatiseur, aide la planète à niveler ses excès thermiques. Les pluies sont souvent brèves et quand elles se tarissent jusqu'à la prochaine averse, le monde des singes se réveille. Chez les capucins, comme pour la plupart des primates, les circonstances les plus banales de la vie individuelle ont des répercussions de nature sociale. Un jeune capucin, par exemple, se prend d'intérêt pour une branche morte que fréquentent fourmis et termites. Mais que survienne un autre animal, situé plus haut que lui dans la hiérarchie du groupe, et il devra aussitôt lui céder le terrain. Le jeune capucin se réfugie plus haut et commence à explorer d'autres branches qui offrent à l'esprit et à l'appétit de moindres satisfactions. Pendant ce temps, le perturbateur s'affaire sur la branche morte. Le jeune capucin, fût-il jaloux, ne peut reprendre sa propriété, car chez les singes, la contrainte sociale est aussi forte qu'un lien matériel. Entravé par la règle, il ne bouge pas et se contente de contempler son supérieur, qui s'agite et se pavane sur la branche convoitée. Quand l'animal dominant se sera lassé, seulement à ce moment-là, le petit capucin se sentira autorisé à regagner le territoire d'où il a été évincé. Au fur et à mesure qu'il prendra de l'âge et de l'assurance, le jeune mâle pourra peut-être lui aussi prétendre dominer ses congénères. Il lui faudra pour cela apprendre l'agressivité, la pratique de la menace et celle de l'intimidation. Mais peut-être aussi, quels que soient ses efforts, sera-t-il voué à ne vivre que dans l'obéissance et la soumission. C'est la nature qui choisit ceux à qui elle donne la chance ou fait courir les risques de la prééminence. Au creux d'une souche, assommée de fatigue, Stinga, une femelle opossum, dort avec ses bébés.
Pendant sa journée de sommeil, une partie de sa vigilance reste en éveil. Son odorat et son ouïe, en particulier, lui signaleraient l'arrivée d'un éventuel prédateur. Les bébés de Stinga se tiennent à l'abri dans le sac douillet que la nature a mis à leur disposition. En effet, l'opossum, comme son cousin le kangourou, appartient à l'ordre des marsupiaux, animaux dont la gestation s'achève dans la poche ventrale de la mère. À leur naissance, précédée d'une très courte gestation, les bébés ressemblaient à des larves. Dès leur sortie de l'utérus, ils ont rampé jusqu'à la poche de leur mère en s'agrippant aux poils de sa fourrure. Là, leurs lèvres se sont arrimées aux mamelles. Pendant plusieurs semaines, ils resteront ainsi attachés aux tétines qui leur fournissent à la fois un point d'ancrage et une source de nourriture permanente. Pendant quelques semaines encore, Stinga pourra garder ses enfants dans sa poche ventrale. Puis leur taille en excédera la contenance et ils devront sortir et commencer leur vraie vie. En une seule existence, ils seront nés 2 fois.